Michael dit très souvent que les gens sont perdus. Le thème de la perte est structurant, disons, du discours de Michael. Ces personnages sont perdus, le spectateur, on fait en sorte qu'il soit perdu aussi. À Cosmopolis, j'avais posé une question à la fin de sa conférence pour dire « mais le cinéaste, est-ce qu'il n'est pas un petit peu perdu à un moment donné? Et s'il est trop perdu, est-ce qu'il arrive encore à faire son film ?» Michael avait répondu que oui, effectivement, qu'il y a des moments où il ne contrôlait plus trop ce qui se passait sur le tournage. Donc ça fait beaucoup, hein. Personnage perdu, spectateur, cinéaste. Moi j'ai fait l'expérience les dernières semaines qu'en tant qu'analyste, il y a aussi un moment où on rejoint la cohorte et où on se retrouve aussi pas mal perdu. Donc ce thème de la perte, bon, je le trouve intéressant. Et je le prends comme point de départ d'une réflexion. Alors, perdu, ça veut dire quoi? Concrètement, dans son film, ça veut dire que les deux personnages protagonistes, Rafa et Ibrahim, sont perdus face à des choses qu'ils ne connaissent pas encore, face à des situations et à des émotions auxquelles ils ne sont pas préparés. Démarche supplémentaire, donc le spectateur, pendant 20 minutes, 25 minutes, lui aussi, ne maîtrise plus les flashbacks, les lieux, on ne sait plus à quel moment on se trouve, donc on perd en gros des repères spatio-temporels. Alors, ma réflexion par rapport à ça, c'est de dire, quand on est perdu, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, et notamment en termes narratifs, parce qu'on va beaucoup aborder ce film, l'angle que je prends un petit peu pour en parler, c'est l'angle de la narrativité. Alors, on est perdu, il y a deux options possibles. La première option, c'est qu'on cherche. On est perdu, on cherche son chemin. Ça suppose, donc, pour chercher, il faut savoir à peu près ce qu'on cherche. Et on se trouve du coup dans le schéma du récit classique, où vous avez des personnages qui sont confrontés à un manque qui peut résulter d'un méfait, etc. Vous connaissez tout ça très, très bien, et qui se mettent en quête de l'objet manquant. Donc là, on est sur quelque chose qu'on connaît bien, que je vais vous illustrer un petit peu plus. Hein. Je ne vais pas passer tout de suite à l'alternative, qui concernera des personnages qui, eux, ne savent pas ce qu'ils cherchent. Et qui, à mon avis, implique un autre mode de récit, un mode alternatif, par rapport à ce récit classique, qui serait le récit hollywoodien, avant 1950, hein, si vous voulez. Alors, pour parler de ce récit classique, je vous reprends juste un exemple que vous connaissez certainement, dans le conte de Hansel et Gretel, des frères Grimm, début du 19e siècle. Je vous le raconte, si ça ne vous ennuie pas, très rapidement, parce que je suis sûr que vous le connaissez, mais sans le connaître. Et que pour en parler, on va en faire 2-3 commentaires. C'est bien qu'on sache de quoi on parle. Donc, il était une fois une famille soumise à une période de famine. Le thème de la nourriture est très important dans ce conte. La mère décide d'aller égarer ses enfants dans la forêt parce qu'elle ne peut plus les nourrir. Une première fois, les enfants sèment des petits cailloux et réussissent à rentrer. C'est la même histoire que le petit Poucet dans les contes de Perrault. Non pas Grimm, mais Perrault en France au XVIIe. La deuxième fois, ils n'ont pas de cailloux, ils sèment des morceaux de pain. Mais les oiseaux mangent des morceaux de pain, donc ils sont réellement perdus. Donc on a des personnages perdus au sens strict du terme, dans la forêt. Ils trouvent la maison de la sorcière, en pain d'épices, bon, tout ça vous connaissez, il y a aussi le film, etc. La sorcière les enferme, elle est anthropophage, comme l'ogre du petit Poucet, là encore, donc elle veut manger Hansel. Finalement, Gretel la pousse dans le four, ils rentrent, traversent une rivière, voient 2 cygnes, leur demande de les porter sur leurs ailes, et ils retrouvent leur père, la mère étant morte entre-temps, la mère qui les avait donc condamnés à la perte. Alors, particularité. Donc, un conte comme celui-ci, c'est l'exemple typique du récit classique. Les enfants, ils savent exactement ce qu'ils cherchent. Ce qu'ils cherchent, c'est un objet, et un objet qui signifie simplement leur maison et leur famille.
Ils connaissent très bien cet objet, ce n'est pas un objet mystérieux, parce que c'est un objet qu'ils ont déjà possédé dans le passé. Donc il y a une nostalgie de l'objet et un désir, et le désir c'est fondamental dans le récit, donc un désir de récupérer l'objet perdu. Donc on appelle ça objet, mais vous saisissez tout à fait ce que ça représente. Alors, ce que je retiens de ça, pour vous parler dans des termes qui ne sont plus uniquement la sémiotique des années 60-70, mais un vocabulaire un petit peu plus récent autour de la tension narrative, l'école de Tel Aviv, donc des choses qui sont plutôt les années 2000 et qui ne sont pas trop entrées dans les programmes du secondaire malheureusement, on va dire que la représentation de l'objet précède l'action pour l'obtenir. Il faut d'abord imaginer l'objet pour le désirer, donc vouloir se l'approprier, prendre la décision d'agir, donc de se mettre en quête, partir à l'aventure, si vous voulez. Et partir à l'aventure, c'est se soumettre à des incertitudes, parce qu'il va y avoir des difficultés, des épreuves, et qu'on n'est pas sûr de réussir. C'est ça qui suscite ce qu'on appelle, en vocabulaire plus moderne maintenant, narrativité, la tension narrative. Alors, vous voyez les termes que j'ai utilisés, représentation, anticipation, donc on anticipe l'objet qu'on s'est représenté, qu'on ne possède pas encore, désir, incertitude, tension narrative. On s'intéresse aussi beaucoup, en sémiotique moderne, à la position du lecteur ou du spectateur. Quel est l'effet produit? C'est pas simplement, alors il faut bien différencier, l'effet de curiosité. Vous pouvez regarder un film en vous disant qu'est-ce qui va se passer après, ou lire un bouquin, pareil. La curiosité, c'est une passion qui est assez forte, mais qui n'est rien à côté de celle du suspense. C'est-à-dire que le suspense, c'est pas simplement vouloir savoir ce qui va se passer, mais c'est être mobilisé, avoir un désir d'intervenir dans l'histoire, d'aider le personnage, donc prendre fait et cause pour lui, et tout cela en se trouvant en situation d'impuissance. C'est-à-dire que le spectateur de cinéma, il est tout seul dans le noir, il ne peut pas modifier le film qui est déjà tourné, qui passe sur l'écran, et qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Il enfonce ses ongles dans son siège, enfin sur l'accoudoir de son siège ou dans le bras de son voisin ou de sa voisine. Il se crispe par moments. Bon, on est devant des émotions très très fortes parce qu'il n'y a rien d'aussi puissant, et c'est toujours surprenant en fait quand on observe ces choses-là, que le cinéma arrive à travers la narrativité à mettre en branle des mécanismes, mécanismes qui sont aussi puissants que cela. C'est pas un hasard si depuis les mythes anciens, les contes, etc., la narrativité a occupé autant de place, et si maintenant dans notre époque on a une telle vogue du storytelling. Dans les pays anglo-saxons notamment, mais en France aussi, donc qui sert dans la publicité, dans la politique, etc., donc pour nous vendre des produits, etc. Alors, juste pour bien situer cette idée, donc d'une mobilisation du spectateur qui va au-delà de la simple curiosité. Je vous donne juste très rapidement un deuxième exemple, et puis après on en viendra au récit alternatif. Donc, deuxième exemple que je prends souvent en cours, que j'aime bien donner, c'est le début des Misérables. Le premier tome, ça s'appelle Fantine. Fantine, c'est la maman de Cosette. Et Fantine, qui a une relation avec un étudiant, est tombée enceinte, l'étudiant est parti. Bon, les étudiants, ils ne sont pas toujours... La petite Cosette, elle ne pouvait plus l'entretenir, elle les a laissés chez les Thénardier de sinistre mémoire, et tout au long de centaines de pages, ou alors de dizaines de minutes de film, parce que vous avez la version évidemment avec Depardieu dans le rôle de Jean Valjean, Fantine, donc la maman, n'a qu'un seul objectif, c'est récupérer sa fille. Il n'y a pas de structure narrative au plus simple que celle-ci, mais d'une puissance aussi incroyable. Bon, vous vous souvenez, elle vend ses cheveux, elle vend ses dents, elle se prostitue, elle devient folle, et puis elle meurt avant de récupérer sa fille. Donc c'est affreux, mais chaque fois que vous le regardez à nouveau, vous le lisez,
vous vous surprenez quand même à espérer, à dire mais ça serait bien que ça se passe autrement, on aimerait bien, vous voyez, donc ça vous montre à quel point vous êtes pris par ce mécanisme alors qu'on appelle suspense, mais c'est de façon un petit peu dévoyée d'utiliser le mot suspense, dans cette tension narrative qui prend le dessus sur votre volonté, quoi. Alors ça, c'est donc un mécanisme qui est fantastique, qui est extraordinaire, mais qui est tout ce qu'il y a de plus courant, plus classique, et c'est ce qu'on appellera le récit avec quête et objet. Moi, je vous ai mis en titre un récit sans quête ni objet. Ça, c'est, voilà, je viens de vous décrire ce que c'est qu'un récit avec quête et objet. Alors, deuxième modèle possible. Prenons maintenant le film de Miquel. Les deux jeunes, Rafa et Ibrahim, ils sont perdus, mais ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Donc, ils ne peuvent pas se mettre en quête d'un objet dont ils n'ont pas de représentation. Il n'y a pas d'objet, donc il n'y a pas de quête. Hein, ça va ensemble. La quête, c'est la quête de l'objet. Qu'est-ce qu'on fait quand on est perdu et qu'on ne sait pas ce qu'on cherche? Alors, réponse, quand on réfléchit un petit peu, on se dit, la façon la plus courante qui soit, c'est de s'asseoir et d'attendre. Il va bien se passer quelque chose. Alors, moi, vous me dites ça, enfin, je l'ai écrit sur Facebook, là, sur quelques textes que je vous avais mis à disposition. Vous me dites attendre, je pense Grimaldi. Nicolas Grimaldi, c'est un philosophe français qui a 82 ans, qui vit à la frontière de l'Espagne, dans un phare, tout seul, qui a été prof de fac toute sa vie. Et c'est le philosophe... Pourquoi vous riez? J'ai pas compris. Pourquoi vous avez ri? Pardon? Bon, d'accord. Ben, vous me direz après, parce que quelquefois je suis un peu lent. Vous savez, moi, j'espère que ma spécialité, c'est un petit peu l'herméneutique, c'est l'interprétation de beaucoup de choses, quoi, des textes, des images, des rêves. Mais quelquefois, alors quand c'est une plaisanterie, en général, je ne les comprends pas. Au café, je me fais raconter, je me fais réexpliquer, par exemple, par les piliers de bistrot. Je leur demande de me réexpliquer l'histoire. Alors, donc Grimaldi, c'est le philosophe de l'attente. Je vous en reparlerai un petit peu à différents moments. Donc cette idée de s'asseoir et d'attendre, il se trouve que c'est ce que fait le personnage de Rafa à un moment. Parce que la partie qu'on verra tout à l'heure, qu'on va analyser de séquence, c'est un moment où Rafa est dans une quête très improbable. Il va à un centre d'enfants mineurs, mais sans savoir si c'est bien là qu'Ibrahim habite. Et le directeur lui dit que non. Et au lieu de repartir, il s'assoit sur un banc, et les signes de l'attente dans la façon dont c'est filmé, il y a des ellipses, il y a des regards sur le côté. Donc vous verrez tout ça tout à l'heure, hein, j'attends pour vous le montrer. Donc montre bien cette sorte d'attente au cas où, à tout hasard. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Et effectivement, il se passe quelque chose. Donc là, on en a une représentation de ce que ça peut être. Maintenant, je ne dirais pas que s'asseoir et attendre. Je pense qu'il y a une autre option qui est plus photogénique. Pour le cinéma, c'est plus facile à manipuler, qui serait de marcher au hasard, sans but, plutôt que de s'asseoir et d'attendre. C'est presque la même chose, mais c'est quand on ne sait pas quoi faire et qu'on aimerait bien, mais on cherche, mais on ne sait pas quoi. Alors, ce modèle, par rapport au modèle précédent classique qui était centré sur la quête, il y a un mot qui vient à l'esprit presque automatiquement, c'est le mot errance. On se dit, on va pouvoir opposer d'une certaine façon la quête à l'errance. L'errance au cinéma, c'est pas nouveau, c'est quelque chose. Vous pensez notamment à Wim Wenders. Il y a beaucoup de films de Wim Wenders qui font partie d'un cinéma de l'errance. Vous avez Antonioni, vous avez des tas d'excellents cinéastes, un cinéma assez moderne, qui sont centrés sur cette notion d'errance, qui méritera donc qu'on l'approfondisse, qu'on essaie de comprendre comment peut fonctionner un récit centré sur l'errance par opposition à un récit centré sur la quête. On va peut-être réussir à aller un petit peu plus près du film de Miquel.
Alors dans l'errance, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a ni quête, ni objet. Je vous disais au cinéma Wenders, en littérature, errant, chevalier errant, vous êtes hispaniste, donc vous avez le Quichotte, vous avez pas mal d'autres choses, mais dans d'autres domaines, on pourrait parler de l'amour courtois aussi. Bon. Alors, dans un récit d'errance, quels vont être les éléments constitutifs? Le sujet, tel qu'en parle Grimaldi, hein, cet auteur dont j'ai apporté un bouquin ici, je vous le montrerai si vous voulez, Les Métamorphoses de l'amour, excellent bouquin. Grimaldi nous dit les sujets, ils se caractérisent par une sorte de mal-être diffus, une sensation de vide, d'ennui, de solitude. Grimaldi fait référence au personnage de Simenon. Alors, je ne sais pas si vous avez lu Simenon, c'est peut-être pas mauvais du tout comme référence. C'est intéressant de se reporter vers ce domaine-là. Hein. Alors, c'est des personnages donc, qui vivent avec un certain mal-être, mais qui ont une disposition. Il appelle ça disposition. Une disponibilité, une ouverture, une curiosité, une attente, évidemment, une capacité à saisir. Alors, saisir quoi? L'occasion qui peut se présenter, saisir l'opportunité, saisir la circonstance. Il y a un mot grec qui convient très très bien dans ce contexte-là, c'est le kairos. Kairos, ça veut dire, vous connaissez, hein, je pense que c'est assez courant, c'est souvent traité en philo dans le sens pratique. Donc, savoir saisir l'occasion favorable. Donc on attend, on ne sait pas ce qu'on attend, comme quand on attend Godot, hein, c'est un thème qui est courant, hein, l'attente sans but. Mais il va se passer quelque chose si on a de la chance, il peut très bien ne rien se passer. On peut ne pas avoir de chance, ça existe aussi. Je parle ici de personnages de fiction, hein, mais ça, on n'est jamais très loin de la vie réelle. Donc on va peut-être finir par trouver quelque chose qu'on n'a pas cherché. Ça vous rappelle certainement Picasso. Je ne cherche pas, je trouve. Vous voyez, donc toute cette idée qu'il y a des choses peut-être encore plus passionnantes à trouver dès lors qu'on ne les cherche pas. Dans ce modèle de l'errance, le sujet n'anticipe pas. Il n'a pas de projet. Il se contente de réagir aux stimulations de ce qui se passe autour de lui. Je serais presque tenté de rapprocher ça des courants behavioristes dans le roman américain, avec Dos Passos, dont parlait beaucoup Sartre, hein, enfin, qui a beaucoup eu d'influence à travers Sartre en Europe. Donc pour dire qu'on va avoir un récit qui, de cette façon-là, donc n'ayant plus de projet structurant, étant simplement une série de réactions à des choses qui se passent, c'est un récit qui sera plus décousu, qui sera moins linéaire, qui va aller un peu en zigzag. On va parler d'ailleurs de films, il y a des termes qui sont utilisés, film promenade, film balade, c'est des mots qu'utilise Deleuze entre autres, mais pas tout seul. Et Deleuze fait de ce type de récit, donc récit d'errance et non plus récit de quête, le signe de la modernité. Le passage à la modernité au cinéma, c'est à partir de 45, bon 43, 45, dans le néoréalisme italien, le moment où on a une rupture avec Hollywood, qui est une rupture avec le récit traditionnel. Hollywood, c'est le récit traditionnel aussi. On a des rencontres improbables. Rome, ville ouverte, vous avez un soldat noir américain qui rencontre un enfant des rues italien. Ils n'ont pas de langue en commun, ils se communiquent comme ils peuvent. Donc c'est des rencontres... enfin, on a dit que le néoréalisme reposait sur la notion de rencontre. Plus facile, si vous voulez, pour bien comprendre cette modernité de ce cinéma de l'errance, je vais juste vous faire un petit enchaînement. S'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de quête. Pas de quête, donc pas beaucoup d'action.
pas beaucoup d'action, donc les personnages sont moins actifs et plus contemplatifs. Ils regardent des choses, le regard devient essentiel. Alors, à partir du néoréalisme, ça c'est toute l'analyse de Bazin à l'époque, puis de Deleuze, et il regarde des choses qui les dépassent, qui les laissent sans réaction parce que c'est des choses qui sont trop fortes. L'exemple que donne Deleuze, c'est Ingrid Bergman dans Stromboli, qui, face à la fois au volcan et face aux pêcheurs, se dit « mais c'est affreux, c'est terrible, c'est affreux », et qui reste les bras ballants. Donc l'individu n'a plus de réaction motrice, comme disait Deleuze, sensorimotrice, face aux stimuli. Ça correspond à la modernité, parce que la modernité, c'est le moment, dans l'évolution, dans le courant du XXe siècle, où l'individu perd le contrôle de la technique, il est dépassé par la technique, perd le contrôle de l'économie, de la politique, de la guerre. Donc tout commence à se faire et l'individu, en tant que tel, n'a plus de moyens d'action sur son environnement. Il est dépassé. C'est aussi ce qu'on appelle l'ère des masses. C'est les masses qui dépassent l'individu. Alors, pour signifier tout cela, donc vous voyez, c'est un vaste ensemble. Autour de l'errance, il y a pas mal d'autres choses qui tournent. Donc, l'essentiel, l'idée du regard. Le regard acquiert une valeur au cinéma, il devient essentiel. Les spectateurs, les personnages se regardent les uns les autres. Ça devient passionnant à observer quand on fait de l'analyse filmique. Si vous travaillez avec des élèves sur des séquences de films, pensez bien à regarder les regards. Moi, je fais ça presque systématiquement. Qui regarde quoi et de quelle façon ? Comment sont orientés les regards vers le hors-champ, qu'est-ce que ça amorce pour les enchaînements de plans, etc. Donc le regard, c'est devenu un élément fondamental dans la construction du cinéma. Et si le personnage regarde, ça veut dire qu'il devient spectateur. Que devient le spectateur dans ce cas-là ? Le spectateur, on est un petit peu dans la lignée de la distanciation de Brecht. Ça, c'est des références que vous connaissez. Brecht qui voulait que le spectateur soit actif. Si le spectateur est face à un personnage qui est lui-même spectateur, ça le fait réfléchir et il devient effectivement un petit peu plus actif. Donc, d'une certaine façon, les rôles sont intervertis entre personnage et spectateur. Donc là, je vous ai fait un petit tableau en vous disant qu'est-ce que c'est qu'un récit avec quête et objet, et qu'est-ce que c'est qu'un récit sans quête ni objet. C'est un tout petit peu complexe, donc je vais vous le redire avec d'autres termes, si vous voulez. Et j'avance progressivement vers ce que je vais dire sur Michael. Alors, mon troisième point, une autre façon de distinguer la quête et l'errance. Tout à l'heure, j'ai dit, ou je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, que Ingrid Bergman, face au Vésuve, au Stromboli, était médusée. J'aurais pu dire elle est sidérée, ça serait plus juste. Sidérée, de même, un autre exemple qu'on pourrait prendre, c'est Scarlett Johansson dans Lost in Translation, de Sofia Coppola, qui fait partie des références de Michael. Là, vous avez des personnages perdus. Perdus, pas comme Hansel et Gretel dont je vous ai parlé au début, donc pas perdus matériellement dans la forêt, perdus parce qu'ils ne savent plus où ils en sont. Et vous avez une image au début du film Lost in Translation où vous avez Scarlett Johansson devant le plan du métro de Tokyo, donc tout écrit en japonais, qui regarde avec un air vide et plein à la fois. Après, elle monte un escalier mécanique, elle se retourne, elle regarde les gens. Et il y a tout le monde entier dans ce regard. Tout est dans le regard. Et cette sorte de sidération, justement, qu'on aperçoit dans ce film Lost in Translation pour traduire cette perte donc, des personnages. Alors, sidération, c'est un mot qu'on va utiliser comme opposé de désir. Pourquoi ? Parce que si on regarde l'étymologie, j'ai vu ça récemment dans un article, l'étymologie du mot désir. Désir, ça vient du latin sidus,
ça ne ressemble pas, mais vous allez comprendre pourquoi. Sidus qui veut dire étoile, au génitif sidéris. Pour ça que ça donne sidéral, par exemple. L'espace sidéral, ça vient de sidus, sidéris, étoile. Cette étymologie, elle est très très sensible quand on passe par l'italien. Désirer, en italien, ça se dit desiderare. Il y a une syllabe qui, nous, en espagnol ou en français, a sauté, ou en portugais, alors qu'elle est restée en italien. Donc, se désidérer. Sortir de la sidération. C'est ça l'étymologie de désir. Sortir de la sidération, ça veut dire, d'une certaine façon, le sujet désire un objet, il en rêve, il le contemple si l'objet est visible, et puis à un moment donné, il prend la décision de le posséder, il part à l'aventure, ce qu'on disait tout à l'heure, il passe à l'action, et il se désidère. C'est-à-dire qu'il sort de la sidération et il rentre dans le désir. Le désir va devenir la forme dominante d'un récit de quête, c'est-à-dire qu'un récit se met en place dès lors qu'il y a un personnage qui prend un statut de sujet, et prendre un statut de sujet, ça veut dire qu'il sait ce qu'il veut, il sait qu'il veut quelque chose. Fantine devient sujette lorsqu'elle n'a plus Cosette et qu'elle veut la récupérer. Avant, elle n'est pas sujet. Donc le récit commence vraiment, se met en marche à ce moment-là. Donc le désir, c'est le point de départ et la charnière essentielle du récit de quête. S'il n'y a pas le désir, vous êtes dans la sidération, donc la contemplation, et on peut rester comme ça et avoir les formes d'errance, etc., dont on a parlé. Donc le récit errance, il va souvent parler du cinéma lui-même. Parce que comme on parle du regard, vous avez des films, évidemment, Fenêtre sur cour de Hitchcock, qui sont donc des sortes de retours. Comme il y a moins d'action, ben on parle de l'outil même du cinéma. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin sur cette réflexion, cette opposition entre désir et sidération, donc ce mot desiderare en latin qui a donné sidérer, sidération, sidéral et désir, on peut le remettre en perspective avec son antonyme qui est considerare. Et ça s'applique dans le domaine des étoiles, justement. C'est-à-dire que les voyageurs qui se repèrent aux étoiles, ou les augures qui voient l'avenir dans les étoiles, soit ils constatent que l'étoile est là, il y a sa place, donc on considère que l'étoile est là, soit l'étoile n'est pas là, il y a une étoile qui fait défaut, qui manque. Donc l'idée de manque, c'est le point de départ. Et dans ce cas-là, on désidère. Considérer, désirer, c'est le contraire de considérer, un peu bizarrement. Qui sont les gens qui se servent des étoiles pour s'orienter? C'est les marins et les gens du désert, les gens qui voyagent dans le désert, les marchands, etc. Qui sont les gens qui racontent des histoires? Les marins, les gens du désert. C'est-à-dire que quand une étoile manque, moi je trouve ça poétique, cette étymologie, et je pense que c'est une autre façon de bien comprendre, de bien opposer les deux styles de récit dont je vous parle. Donc ce sont à partir du moment où on observe un dérèglement à l'ordre habituel, donc l'absence d'un élément, l'absence d'une étoile, on va cesser de contempler, parce que la voûte étoilée dans l'Antiquité, c'est le spectacle par excellence. C'est ce qui vous retient, c'est ce qui fait que vous restez comme au cinéma. C'est un peu l'équivalent. Vous restez, vous ne bougez plus, vous regardez ça parce qu'il n'y a pas de plus grand spectacle que le ciel étoilé. Dans une vision antique, si vous voulez, mais je crois que ça reste encore en partie vrai, même malgré la concurrence du cinéma. Et si il manque quelque chose, là, tout d'un coup, il faut agir. Alors, agir, ça peut être simplement raconter. On va raconter qu'il manque une étoile. Donc, les conteurs se mettent en action. Je développe un tout petit peu cette histoire. Juste un petit mot pour terminer là-dessus. Quand vous êtes hispaniste, il y a certains endroits dans le monde où il n'y a ni marin, ni désert. Des endroits comme la Colombie. Alors,
Alors la Colombie, qu'est-ce qu'on fait quand on se balade et qu'on est dans des plaines ou dans la forêt vierge? Vous avez les chanteurs itinérants, dont parle Garcia Marquez dans 100 ans de solitude, les chanteurs itinérants qui chantent le vallenato et qui colportent les histoires de village en village, partout où ils vont, qui sont aussi journalistes. Hein, donc, si vous voulez, c'est encore une catégorie qu'on pourrait rajouter de conteurs, et il y en aura encore certainement d'autres. Alors, donc, l'opposition désir-sidération, qui est une vraie opposition de base dans l'étymologie, elle correspond exactement à l'opposition quête-errance, hein, sur laquelle je suis en train de travailler. Alors, dernière étape du raisonnement, pour ensuite appliquer tout ça à Michael, qui va être lourd. Pardon ? Il est prêt. On va en venir au grain, comme on dit en espagnol. Ce qu'il raconte, c'est une histoire d'amour. Et j'ai pas encore beaucoup parlé de cet aspect-là. Question que moi je me pose bêtement. Quand on raconte une histoire d'amour, est-ce qu'une histoire d'amour c'est structuré comme n'importe quelle histoire? Est-ce que la structure est la même? Question, hein, les questions ne sont jamais bêtes. Hein. Une question, ça aide à chercher les réponses. D'autre part, quand on raconte une histoire d'amour, de quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle dans une histoire d'amour? J'écarte un premier cas de figure, qui est un petit peu trop simple. C'est celui où l'histoire d'amour est en fait le récit d'une conquête. Si c'est une conquête, genre Kierkegaard, le récit journal d'un séducteur, ou les Don Juan de la tradition espagnole, ou d'autres encore, là, effectivement, on est dans un récit de la quête. La femme est un objet que l'homme va essayer de conquérir, avec des obstacles, donc tout le récit, toute l'histoire d'amour, entre guillemets, peut se structurer sur une quête. Mais sinon, alors est-ce que l'errance peut être un modèle pour une histoire d'amour? Ça peut. Mais c'est compliqué, parce que toujours, de quoi est-ce qu'on va parler? On dit que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Est-ce que les gens amoureux sont heureux? Vous voyez, là, on tombe déjà sur des questions compliquées. Hein. Donc, de quoi est-ce qu'on va parler? Voilà. Qu'est-ce qu'on dit dans une histoire d'amour? Alors, j'ai cherché, notamment dans cet excellent bouquin, Alain Badiou, Éloge de l'amour. Ça fait 87 pages. Ça coûte... parce que c'est bientôt la Saint-Valentin, non, si vous voulez. ça fait un cadeau. C'est facile à offrir. Moi, je l'ai déjà offert 2-3 fois, hein, face à un exemplaire que j'ai racheté. Surtout à une collègue qui était déprimée. C'était surtout pour la sortir de sa déprime, en fait. Bon, alors, Badiou, vous voyez, un grand philosophe, élève d'Althusser, mais qui a quand même plutôt bien évolué par rapport à ce passif de départ. Badiou, il a une formule, page 35, que je vais vous dire et que je vais vous commenter, et qu'on va appliquer. Badiou dit « L'amour est une aventure obstinée ». Je vous laisse réfléchir 30 secondes, je prends un verre d'eau pendant ce temps-là. Alors, pourquoi l'amour une aventure? 2 sens principaux. Badiou critique le sécuritaire. Il critique un peu les valeurs de base de notre société, sécurité et confort, comme dans les ascenseurs, vous savez, sur les plaques d'ascenseur, pour votre sécurité et votre confort. Donc, l'amour, il dit, ben non, il y a des risques de souffrir notamment. Il n'y a pas d'amour zéro, comment est-ce qu'il dit? Zéro risque, comme il y a des guerres soi-disant zéro mort. Vous voyez, tout ça, c'est un peu illusoire. Donc l'idée d'aventure, elle vient en partie de là. Autre aspect de cette notion d'aventure, Badiou, il prend une position face à Lévinas. Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat, c'est complexe, mais il dit que l'amour est un événement. Un événement, ça veut dire que c'est singulier. Un événement, ça n'entre pas dans une série et ça ne répond pas à une loi. Il n'y a pas de règle.
Il n'y a pas de règle, donc c'est imprévisible. Donc l'amour, d'après Badiou, on est sur un terrain philosophique, hein, ne cherchez pas trop dans vos propres expériences, si ça correspond ou pas. Donc l'amour, en fait, n'est ni prévisible ni calculable. Ça, c'est une idée forte de Badiou, de philosophe, hein, une idée théorique. Prenez-le comme l'amour théorique. Si l'amour n'est ni prévisible ni calculable, ça peut pas être le projet après lequel on va courir. Ça peut pas être votre objectif, de dire je cherche cet amour-là. Donc ça ne pourra pas être un récit de quête. Par définition, c'est impossible. Il va nous rester l'errance, vous voyez, parce que c'est une sorte de démonstration. Si on suit ce raisonnement que moi je trouve brillant, hein, de Badiou, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Bon, maintenant, est-ce que l'amour est vraiment un événement? Il dit un événement plutôt qu'une expérience. Parce que Lévinas parle de l'expérience de l'altérité à travers l'aventure amoureuse. Et Badiou n'est pas d'accord avec ça, donc c'est un vaste débat. Bon, je ne me permets pas d'entrer dans cette question de philosophe. Alors, une aventure, donc voilà ce que ça signifie. Maintenant, pourquoi alors, donc, il ne peut pas y avoir l'anticipation, parce que ce n'est pas prévisible, pas calculable. Maintenant, pourquoi une aventure obstinée? Badiou, c'est quelqu'un qui a un certain âge. Je ne sais pas si c'est un rapport avec sa thèse. Toujours est-il qu'il dit que ce qui est intéressant dans l'amour, ce n'est pas la rencontre amoureuse. C'est plutôt la construction, c'est la durée. Quand on est amoureux, comment faire durer sa relation? Comment faire en sorte de triompher des obstacles qui viennent se présenter, et il y en aura toujours. Moi, vous me dites ça, je me dis, ça me paraît très narratif, à nouveau. Même narratif au sens narratif de la quête. C'est-à-dire qu'on est face à des obstacles et on lutte contre des obstacles, on retombe sur un type de récit où on se dit, ben, a priori, je saurais raconter une histoire d'amour si c'est ça, raconter une histoire d'amour. Donc, conclusion, j'adapte un peu bêtement Badiou à nos petits soucis. Je me dis, pour écrire une histoire d'amour, un scénario d'histoire d'amour, vous allez avoir nécessairement deux parties. Une première partie qui peut être très courte, qui est celle de la rencontre, et qui fonctionne sur l'errance. La rencontre, elle n'est pas suscitée, elle est juste attendue. Mais attendue, c'est d'une richesse phénoménale. Je ne vous fais pas le développement parce qu'on n'a pas le temps, mais cette idée d'attendre et de disponibilité d'esprit pour saisir le kairos qui va se présenter à votre portée, donc là, c'est le mode de l'errance. Deuxième partie, qui peut faire tous les trois quarts d'un film, toute la suite, c'est à partir du moment où les ennuis commencent, et toute la lutte acharnée pour faire durer, préserver. Le mot juste, c'est préserver. Pour préserver cet amour, donc là, vous avez une lutte qui, elle, est quelque chose de narratif. Alors, je l'applique, si vous voulez, premièrement au film A Escondidas, puis à deux autres films. Sur A Escondidas, bon, la rencontre, elle se fait assez vite, effectivement, dans le début du film, entre Rafa et Ibrahim. Elle est même anticipée par le rêve que fait Ibrahim. C'est un peu ambigu. D'accord. Alors, vous avez cette première partie qui est moitié... Michael est très fin sur tout ça, c'est-à-dire qu'en fait, on mélange la quête et l'errance. C'est-à-dire qu'il y a des passages il y a certaines actions qui sont très construites dans le début du film, même s'il est complexe, on a du mal à démêler les choses. Et puis, il y a des moments qui sont des moments d'attente, de ne pas savoir ce qui va se passer, et de simple disponibilité, d'ouverture, pour, oui, que si quelque chose se présente, effectivement, ils y sont disponibles. Alors, la rencontre, donc, c'est quand même une petite partie du film. Vous avez des instants de bonheur qui sont beaucoup montrés dans le film, qui sont montrés sur un mode que j'appellerais clip, mais je ne sais pas si le terme est bien ajusté. Dans mon esprit, clip, ça veut dire que la musique devient prédominante et que les images ne sont pas raccordées entre elles par des raccords classiques, c'est-à-dire un raccord sur le mouvement ou un chant contre chant, mais vous avez des constructions plus fluides et des moments qui, effectivement, véhiculent un certain optimisme. Donc vous avez ça assez régulièrement dans ce film, c'est même une de ses caractéristiques, d'avoir donc toutes ces parties que j'appellerais clips, mais j'espère qu'on trouvera un meilleur terme, peut-être tout à l'heure.
Ensuite, vous avez les menaces. Menaces, les amis de Rafa, la crainte de l'expulsion. Donc, action en réponse à ces menaces, qui prend la forme de la quête pour l'essentiel. Donc on retombe sur un récit en deuxième moitié de film qui est souvent, mais pas toujours, mais souvent un récit classique. Vous avez des péripéties qui sont très classiques, c'est-à-dire c'est des motifs, le malentendu, je t'ai entendu dire quelque chose, mais c'est pas ce que tu avais dit, etc., qui crée la dispute. Bon, ça, vous avez ça dans une multitude de récits. La disparition, pareil, quand Ibrahim disparaît et que Rafa part à sa poursuite. Donc ça donne lieu à des éléments ultra classiques de narrativité. J'avance juste, j'anticipe juste ce sur quoi je vais conclure dans 10 minutes, ou même pas à propos de cette partie-ci, c'est que le film A Escondidas est un film qui repose sur une grande hétérogénéité. Il y a plusieurs régimes narratifs qui coexistent. Mais ils coexistent d'une façon très visible. Alors, deuxième film dont je vous parle, justement, il sera peut-être surpris, mais le film Love Story, 1970, je trouve qu'il a une structure, si on le regarde bien, qui est très très proche de A Escondidas. Les deux personnages, Oliver et Jennifer, sont opposés. Oliver, il est fils d'une grande famille d'universitaires plus ou moins aristos, etc., alors que Jennifer est la fille d'un boulanger italien. Comme ce qui sépare l'opposition de Rafa et Ibrahim, bien sûr. Ils sont opposés, ils se fritent un petit peu dans les premières minutes du film, mais au bout d'un quart d'heure, c'est fait. La rencontre, la relation amoureuse est déjà déclenchée. Vous avez des moments de bonheur qui sont filmés dans Love Story, qui ressemblent beaucoup à ces sortes de clips qu'il y a dans Escondidas. Par exemple, à un moment où Oliver fait des sauts dans la neige, comme un petit fou, avec la musique pendant tout ce temps-là. C'est un peu comme les scènes du bowling ou du water-polo dans Escondidas. Et puis ensuite, les péripéties des malentendus et les obstacles, conflits de génération, bon, années 70, ceux qui ont connu ces années-là comprennent, et les maladies, le cancer, donc qui vont impliquer une lutte et donc un récit de quête. Je vous donne un troisième exemple de film qui m'a beaucoup frappé, il s'appelle Weekend, c'est un film anglais de Andrew Haigh, H-A-I-G-H, qui est un film, une histoire d'amour homosexuelle, de 2011. Pareil, c'est-à-dire que la rencontre se fait dès les premières minutes du film. Au bout d'un quart d'heure, ils ont déjà couché ensemble, et ensuite, le lendemain matin, il y a d'abord une scène de verbalisation, donc l'un demande à l'autre de raconter ce qui s'est passé dans la soirée précédente, et puis vous avez ensuite tout le reste du film. J'ai dû appuyer sur... Et vous avez ensuite tout le reste du film qui dure pas très longtemps, un week-end, mais 80% du film vont être le prolongement et, d'une certaine façon, la meilleure connaissance entre eux est tester si une relation durable serait possible ou pas. Je trouve que, on en parlera sans doute, parce que Andrew Haigh, je trouve que c'est un cinéaste un tout petit peu plus âgé que Michael, je crois qu'il a 40 ans à peu près, et qui a énormément de points communs, qui cherche aussi à filmer la vie. Bizarrement, Haigh est monteur à la base, mais il fait des longs plans en laissant les acteurs improviser plus ou moins pour essayer de saisir vraiment les choses vivantes qui peuvent se produire. Donc il se méfie de tout ce qui est artificiel, de tout ce qui est trop monté, découpé, etc. Donc c'est une démarche très proche de celle de Michael. Casting très important. L'improvisation, tournage sur une durée courte. Donc voilà, alors, conclusion que je tire. Une histoire d'amour, effectivement, c'est pas tout à fait comme une autre histoire
comme un autre type de récit, en cela que c'est nécessairement hétérogène. Il y a au moins deux parties, il y a la rencontre et la préservation, préserver son amour sur la durée, deux contenus qui appellent deux formes différentes. Au cinéma, c'est toujours comme ça. Au cinéma, quand on change de contenu, on éprouve le besoin de changer de forme. Ici, le premier contenu implique une forme errance, alors que le deuxième implique une forme plutôt quête. Mais après, ça peut être plus compliqué. Donc on est face à des films qui ont fondamentalement, structurellement, une hétérogénéité. Alors ensuite, il y a un fait de génération. Et c'est un peu comme ça que je m'explique le travail de Miquel. Bon, il est jeune, il a 35 ans. Je crois que dans sa génération, ces choses-là sont intégrées. Et que l'hétérogénéité, on est capable, quand on a son âge, et son talent surtout, on est capable de l'assumer, l'hétérogénéité. Donc de faire un film en se disant, c'est pas un film homogène, il y a plein de parties qui s'opposent, qui ont des régimes différents. Et on va la pousser encore plus loin. On va faire une démarche plus ou moins expérimentale de mettre encore plus d'hétérogénéité dans le film. Et en faire un style. C'est-à-dire que le style, moi je trouve, de Miquel, c'est pas simplement d'être un cinéaste de l'errance, moi je dirais pas ça, ça serait faux. C'est d'être un cinéaste qui, dans le même film, vous montre des séquences qui fonctionnent sur un régime de la quête, un régime de l'errance, qui vous montre des séquences plutôt musicales, qui utilisent le ralenti, qui utilisent le son de toutes sortes de façons différentes, du son ralenti aussi, et déformé. Donc il va avoir une sorte de virtuosité et une sorte d'envie d'utiliser cette virtuosité pour faire quelque chose qui est très complexe en réalité et qui a juste plein d'éléments différents dont on se fiche de la cohérence. On ne s'en fiche pas, c'est-à-dire que les enchaînements sont bien réfléchis, mais on s'autorise, vous voyez, à utiliser une grande diversité de ressources. Et j'aurais tendance à penser que c'est peut-être un trait de génération, vous voyez, du cinéma fait par des gens comme lui, avec beaucoup de talent. Après, quand on entre dans le détail, donc c'est ce qu'on va faire en analysant des séquences, je ne sais pas quelle heure il est, je n'ai pas bien regardé. 3h10, ça fait combien de temps que j'ai commencé? 1 heure? Il faut qu'on sache un peu quand même. Alors, ça va, vous ne regrettez pas d'être resté sur cette première partie, là, qui en est déjà 1 heure? Bon, alors, je vous disais, le début du film, c'est compliqué parce que entre la rencontre avec Youssef, qui est vraiment hasardeuse, donc plutôt signe d'errance, les bagarres dans la discothèque, où vous avez une action qui est structurée, où il y a quand même une provocation, réponse à la provocation, etc. Donc il y a plusieurs modes qui se mélangent. Vers la fin, c'est pareil. Au moment où on est plutôt dans une sorte d'action avec une anticipation, donc un but visé et une action en direction de ce but. Donc le principe de la quête, c'est ça, si vous voulez reformuler en d'autres termes. Je ne vais pas dire tout le temps la quête, vous avez peut-être marre que je vous parle de quête et d'errance, mais si on dit simplement c'est un principe d'action avec un objectif et des étapes vers cet objectif, c'est la même chose. Mais vers la fin, quand on est complètement dans ce registre-là, vous avez un moment où Rafa est assis sur un trottoir et dit « Y ahora qué hacemos ?» Moi, ça me fait penser à Anna Karina, dans le film de Godard, qui disait « Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas quoi faire. » Typiquement, l'errance, justement. Qu'est-ce qu'on peut faire plus que d'attendre, enfin, quand on ne sait pas ce qu'on veut, quand on n'a pas d'objectif et pas d'intention, pas de projet. Voilà, on est là, on dit « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» et on attend à nouveau, alors qu'on est déjà à la fin du film. Donc il joue, je pense, avec beaucoup de... Je pense qu'il doit rigoler intérieurement en écoutant ce que je dis, parce qu'il a dû penser beaucoup à toutes ces choses-là,
que moi je formule avec beaucoup d'efforts, et lui en fait c'est sa matière avec laquelle il a joué, quoi. Il a joué à construire une sorte de film puzzle en utilisant toutes ces choses-là, mais et encore plus que ce que j'en dis, probablement. Alors voilà, donc ça c'était l'explication du titre. Hein. Pourquoi un récit sans quête ni objet. Est-ce que vous souhaitez que je vous passe maintenant la séquence qu'on va analyser? On poursuit comme ça. En eso te pareces a tu padre. No te ha temblado el pulso. Si es que ya se lo digo yo siempre. Concentración. Eso es lo más importante. Para. Para, coño, para. ¿Qué pasa? Nada, que me he dejado el gorro. Vale, pues sube que te esperamos. No, da igual, ya llego a pata. ¿Y no vienes con nosotros? ¿A qué? Si no hemos ganado nada. Venga, anda, arranca. Mira que eres rancio, hijo. Anda, vamos. Ya lo celebraremos nosotros sin él. ¡Espérame! ¿No te vienes al mar? Es que no tengo pasta y... Yo te puedo invitar. Es que tengo que ayudar a mi madre con unas cosas y así, no creo que pueda ir. Si quieres nos podemos ver mañana. Como quieras. Hola, buenos días. ¿Sabes si está Ibrahim? ¿Tú sabes cuántos Ibrahim puede haber en un centro de menores como este? Pues no sé, es un chico alto de unos 15 o 16 años. Que no está. ¿Seguro? ¿No está sordo? Vete a la mierda. ¿Qué haces aquí? Sin más, estaba esperando. ¿Eso? ¿Qué pasa? Que no tienes amigos, ¿no? Oye, ¿qué hacen? Yo qué sé, una especie de juego raro, yo que sé, de bolos. ¿Y tú no juegas? Paso. Además se juega en parejas. Y ya te he dicho que yo no tengo amigos. Lo que pasa es que no tiene huevos. ¿Tú de puntería qué tal? Pues no sé, pregúntaselo a tu portero, él sabrá. ¿Eres o qué? Pero si yo no puedo entrar. ¿Tú ves algún guardia por delante? Venga, vamos, anda. ¿Vos?
la salida, ¿no? ¿Qué va, tío? Como siempre. Es que ayer te estuve llamando todo el día al móvil y no me contestabas. Alors je me permets d'arrêter maintenant. Je pense qu'on n'aura pas le temps de voir les deux séquences analysées complètement, mais elles sont bien à mettre en relation pour comparer notamment la structure spatiale entre les deux. Donc je vais essayer de revenir au début de la première. Venga, vamos, anda. Bien, on va se poser sur ce plan-là pour commencer. Alors, ce que je voudrais prendre comme point de départ. Ici, vous avez une image qui est très construite, évidemment, sur des verticales. C'est pour ça que je voulais vous montrer la séquence suivante qui est construite sur des horizontales. Donc, les deux espaces représentent les deux relations principales de Rafa. Et la différence, l'opposition entre ces deux relations, elle est manifestée évidemment par cela, verticalité, horizontalité. L'horizontalité, elle vient toute seule, parce que j'ai regardé sur Internet les images de Bilbao, et effectivement, la déco du funiculaire, vous avez les murs avec ces traits horizontaux, donc il a utilisé ce qu'il y avait, quoi. Alors, question maintenant, donc moi dans cette horizontalité, cette verticalité, je veux dire, c'est toujours important de comparer une séquence avec ce qui précède et ce qui suit. Donc par rapport à ce qui précède, sentiment de fort malaise avec la jeune Martha qui vient lui parler, et l'image qui termine donc au ralenti avec ce son qui devient brouillé, avec ces klaxons, etc. Bon, c'est vraiment une image qui est lourde, qui fait du mal, qu'on ressent comme douloureuse. Ici, les grilles de l'Institut des mineurs, elles vous donnent une idée d'ordre, voire plus que cela, mais elles vous donnent aussi une idée de tranquillité, de sérénité, d'un ordre qui est plutôt quelque chose de rassurant. Alors là, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il s'assoit, il attend. Quoi de mieux à faire? Il ne sait pas quoi faire de toute façon. Donc, à défaut, le non-faire, c'est s'immobiliser sur place. Il regarde. Le regard a un sens. C'est pas par hasard que Michael lui a dit « regarde par là ». Évidemment, ça signifie l'attente. Ça signifie qu'il se dit « il y a peut-être quelqu'un qui va venir de ce côté-là ». Bon. Deuxième plan cadré, enfin un peu plus à droite, qui évidemment nous fait comprendre qu'il y a une ellipse, donc c'est une durée qui peut être, on ne connaît pas la durée de l'ellipse, mais en tout cas l'ellipse participe à cette idée d'attente. Alors, tout ce que je vous disais sur l'attente, c'est-à-dire son côté à la fois irrationnel, on ne sait pas ce qu'on attend, mais cette sorte de disponibilité sublime. Cette capacité à attendre quelque chose qui va venir, quoi que ce soit, c'est-à-dire se rendre disponible pour une aventure. Bon, ben ici, c'est donc présent, signifié à travers cette attitude d'ennui. Je vous ai parlé tout à l'heure du mal-être des personnages, personnage d'Errance. Il regarde à nouveau dans l'autre direction. Vous avez un son aussi, un son d'ambiance qui est assez présent, peut-être pour donner un caractère un petit peu inhospitalier au lieu dans lequel il se trouve.
deuxième ellipse, reprise. Alors vous voyez, il y a vraiment une insistance, mais c'est aussi un trait de style. Hein, c'est-à-dire que dans les manuels de cinéma, on disait ne faites jamais 2 plans à la suite de moins de 30 degrés, par exemple, si vous faites légèrement plus en rotation, etc. Bon, maintenant, ben, on fait au contraire des plans on va reprendre 3 cm plus à droite ou plus à gauche. On s'en fiche à la limite, hein. Donc c'est même un signe de modernité en fait. Hein. Donc ça permet, vous voyez, de mettre vraiment l'accent sur cette ellipse. Ellipse égale attente. Le hors-champ manifesté par le son, donc ça classique. Donc arrivée d'un groupe. Nouveau plan pour filmer cette arrivée. ¿Qué haces aquí? Sin más, estaba esperando. ¿Y eso? ¿Qué pasa? Que no tienes amigos, ¿no? Oye, ¿qué hacen? Yo qué sé, una especie de juego raro, yo que sé, de bol. Alors ici, ce qui me frappe, c'est qu'après une plaisanterie, bon, c'est comment montrer au cinéma les jeunes tels qu'ils sont, hein, 15-16 ans. Donc, ce qu'on se dit, bon, une petite vanne, t'as pas d'amis. Et ensuite, des silences. Et filmé en continu. Hein, c'est-à-dire que toutes les fois où il y a soit un dialogue avec, par exemple, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous le montrer, mais la discussion avec Guillet dans la séquence suivante, où Rafa a beaucoup de mal à exprimer pourquoi il ne se sent pas bien avec Martha et tout ça. Tout ça, c'est filmé en continuité, comme chez Haig, hein, l'anglais, vous voyez, où il y a cette façon de prendre la caméra pour saisir les événements hein, qui se produisent devant elle. Donc là, ce n'est pas de la conversation, parce que justement, il y a du silence. Ils avaient envie Rafa avait envie de voir Ibrahim, mais il n'a rien à lui dire. Mais on est à nouveau dans cette forme d'attente, où parce qu'ils sont en train d'attendre, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, mais ils sont disponibles pour ce qui va se présenter, ben ils vont faire cette magnifique expérience d'intégration, donc où Rafa va être accepté par les autres, participer au jeu, etc. S'ils avaient su ce qu'ils voulaient faire, s'ils avaient dit « bon, ben, on se retrouve maintenant, on va aller jouer au domino ou je ne sais pas quoi », ils n'auraient pas fait la même expérience. Voyez, donc c'est tout le pari, d'une certaine façon, le risque de passer par l'attente qui augmente la chance qu'on peut avoir de ce qu'on va trouver. On va trouver ce qu'on n'attendait pas, en tout cas. On va trouver ce qu'on ne cherchait pas, comme Picasso. Oui, ils ont l'air de s'en garder, hein. Ils n'ont pas l'air heureux, quoi. Et tout ça, filmé en continuité, avec la caméra qui lentement se déplace, fait une sorte de travelling, de travelling circulaire, hein, pour pouvoir ensuite prendre l'entrée de la cour. C'est un beau mouvement, d'ailleurs, mouvement de caméra. Hein. Belle unité aussi des couleurs, du bleu, hein, enfin cette tonalité bleutée qui apporte énormément. Bon, alors ils demandent qu'est-ce qu'ils font. On dirait, moi mon impression à ce moment-là, c'est que c'est une sorte de prétexte. Ils s'en fichent un peu, mais ils disent ça, voilà, histoire de dire quelque chose, qu'est-ce qu'ils font. Pour vous dire que quand on attend et qu'on est ouvert à ce qui pourrait venir, on ne sait vraiment pas du tout ce qui va venir. Hein, que c'est... Yo no tengo amigos. Lo que pasa es que no tiene huevos. Alors vous avez vu que la caméra donc, est arrivée jusque derrière eux, hein, sur leur gauche, ce qui nous permet de voir ce qu'ils regardent dans le même plan, donc de ne pas faire un contre-champ, hein, garder tout ça vraiment dans la même séquence, hein, le début de conversation un peu décousu, vous voyez, donc c'est dans la même séquence, je veux dire dans le même plan, hein, donc ça c'est, je crois que dans l'esprit du cinéaste c'est important, hein, d'avoir ces longs plans, et je vous incite réellement à regarder Weekend de Haig, qui a des plans peut-être encore plus longs, je crois qu'il fait encore plus que ça que Weekend. ¿Tú de puntería qué tal?
Pues no sé, pregúntaselo a tu portero, él sabrá. C'est-à-dire des thèmes qui sont traités. C'est du dialogue de cinéma, hein, c'est pas le dialogue de la vie courante. Donc, il répète des choses parce que c'est la thématique du film. Je n'ai pas d'amis. C'est comme une sorte de leitmotiv. Hein, donc, il ne faut pas chercher ici du naturel, en l'occurrence. Il y a un mélange de très naturel avec des morceaux de phrases qui sont obligatoires. Lo que pasa es que no tiene huevos. Ici, c'est un peu bizarre parce que je trouve que ce garçon, il vient d'un peu trop loin. Je ne pense pas qu'il ait pu entendre la conversation pour venir mettre son grain de sel, que no tiene huevos. Donc, je trouve qu'il y a une petite tricherie peut-être, comme le sont tous les grands cinéastes. Hein. On a déjà vu des tricheries chez Berlanga, chez des traîtres, des immenses cinéastes. Hein. Non, je sais pas. En tout cas, il arrive d'un peu loin. Vous remarquez que c'est toujours le même plan. Hein. Il n'y a pas eu de montage du tout. Hein. Donc c'est vraiment notable. ¿Mira eso qué? Pero si yo no puedo entrar. ¿Tú ves algún guardia por delante? Venga, vamos, anda. ¿Vamos? Alors, léger dépassement donc, de la musique sur... Bon, je vais considérer que c'est une nouvelle séquence. Enfin, dans mes notes, j'ai commencé à 1 ici, les plans, mais enfin bon, peu importe, parce que je vous les dis pas. Donc là, maintenant, on est dans une partie clip, entre guillemets, où la musique... S'il n'y avait pas la musique, peut-être que l'harmonie ou les enchaînements des plans, donc de la partie visuelle, seraient moins coulés, seraient moins évidents. Vous allez voir qu'il y a des choses qu'on peut appeler des ellipses, mais à la limite, c'est quelque chose qui est déconstruit d'une certaine façon, mais ça raconte quand même une histoire. C'est ça qui est marrant quand même dans cette partie-ci. Donc c'est raconter une histoire sur un mode qui n'est plus le mode traditionnel, où on a des règles pour enchaîner un plan après un autre plan. Donc un système de raccord qui fait qu'il y a une sorte de vraisemblance dans l'enchaînement du temps, notamment. Ici, on peut sauter des moments de temps et réorganiser le temps sur un autre mode. Donc, vous avez des enchaînements en fait entre les plans au ras du sol avec le ballon et les bouteilles, les réactions, sourire, donc c'est une ambiance plutôt de bien-être. Vous voyez, des plans très courts. Donc on a changé de mode, hein. On était sur un plan tout à l'heure qui a dû durer facilement 1 minute entière, si ce n'est plus. Maintenant, vous avez des plans qui ne font même pas 1 seconde, dans certains cas. Alors, l'histoire qui est racontée ici, enfin déjà le mode, donc c'est une représentation d'un moment de bonheur, je dirais. C'est ça que je comprends. Tous ces moments où la musique devient prédominante, donc là ici la musique en l'occurrence, j'ai recherché, c'est un groupe qui s'appelle Centromatic des années 90 aux États-Unis, chanson qui s'appelle 24. J'ai pas trop bien regardé en détail les paroles, par manque de temps, je pense pas. Je sais pas s'il y a des liens, peut-être. J'ai pas cherché à savoir. Vous voyez que les premiers plans sont nets, les arrière-plans sont flous, contrairement à une grande partie du film où les arrière-plans sont souvent nets, ce qui est surprenant. Moi, ça me surprend que les arrière-plans soient aussi souvent nets. Hein. Mais là c'est pas le cas, parce qu'on émousse un petit peu, finalement, l'action. Alors, on a des personnages qui soit sourient, soit se congratulent, soit acclament celui qui a marqué un point.
ou qui font un peu la tête. Vous avez d'abord Ibrahim qui marque un point. On s'y attend un petit peu, à ce qu'il soit plus fort, et une petite rivalité. Ensuite, Rafa joue et ne marque pas. Il prend un petit air coupable. Ibrahim lui donne une petite tape sur la tête gentiment, fait semblant d'être sévère, puis sourit. Hein, donc, vous voyez, alors tout ça, c'est une sorte de nouveau récit, mais ce n'est pas un récit construit en continuité. C'est un récit qui est construit à partir de bribes de l'action. Hein, je ne sais pas si je m'exprime bien sur ça. Et ces bribes sont reliées entre elles, par-delà les ellipses, grâce à la musique. C'est pour ça que je parle d'un mode clip, hein, ici. Alors, regardez cette image, par exemple. Ibrahim est hyper sympa. Il prend un petit air de le juger. Mais ce qui me surprend, et j'espère que Mickaël répondra après, pourquoi est-ce qu'on fait jouer au personnage de Rafa à ce point-là la mauvaise, enfin une façon de se soumettre, de chercher le jugement, le bon jugement de la part d'Ibrahim. Il se met très souvent dans cette situation-là quand même, qui me surprend un petit peu. Tu diras tout à l'heure ce que tu en penses. Donc là, il a l'air complètement penaud, en l'occurrence. Hein. Et à partir de là, on le voit, donc là c'est la fin déjà, on le voit toujours très souriant et dans le dernier plan, même plus en train de sourire, mais de rire. Et donc c'est la satisfaction de ce mouvement qui s'est produit d'intégration de ce jeune basque de Bilbao parmi les immigrés en fait qui vivent dans ce foyer. Vous voyez, ce qui n'a rien d'évident. Hein. Il faut bien s'imaginer que ce qui est mis en scène à travers le grillage, à travers la grille, donc cette séparation dans l'espace et le franchissement nécessaire, ça symbolise quelque chose qui est très très difficile à faire. Donc là, c'est une expérience positive de réussite, vous voyez, qui rapproche évidemment Rafa de Ibrahim, hein, mais en même temps de tout le groupe. Et bizarrement, une autre chose que je vous dis aussi à ce stade-là, c'est que Ibrahim, en fait, c'est lui qui est étranger, mais paradoxalement, c'est lui aussi qui a des territoires. Il y a différents endroits où il dort, ou alors des endroits où il est habitué à s'installer, et c'est des territoires qu'il faut à chaque fois aller conquérir quand on y est étranger. C'est-à-dire que Rafa, d'une certaine façon, est l'étranger ici. Vous voyez, les rôles sont d'une certaine façon inversés. Hein, donc là, c'est tout à fait net dans cette séquence. Ça fait partie de l'analyse de la séquence. Rafa, espera. Qué rápida salida, ¿no? Alors, juste quelques mots, puis je termine. Hein, je pense que j'ai dû faire mon temps. Donc, pour faire quelques comparaisons entre les deux séquences qu'on vient de voir et la séquence qui enchaîne maintenant, qui est aussi très intéressante, qui est même passionnante. Hein, je crois que on va terminer, je vais vous dire quelques mots, puis après je vais vous la passer, puis on s'arrêtera comme ça. Hein, je vous laisserai la voir jusqu'au bout. Donc, ici, vous voyez le changement de lieu avec les escaliers horizontaux et les murs avec cette déco également horizontale. Ça montre bien, là encore, que ces escaliers, ce n'est pas une métaphore de quoi que ce soit. Donc si les escaliers s'opposent en étant horizontaux aux grilles qui sont verticales, si la grille était une métaphore, je ne vois pas pourquoi l'escalier, à ce moment-là, n'en est pas une. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne serait peut-être pas logique. Donc c'est plutôt opposer des choses plus abstraites, verticalité, horizontalité, avec le côté métallique, le côté, tout ce qui va avec, mais pas l'image de quelque chose, pas l'image de l'enfermement. Ici, vous avez la couleur rouge, évidemment, du funiculaire. Vous avez vu arriver Guillet du hors-champ. C'est un procédé qu'utilise beaucoup Mickaël, plusieurs fois. On voit une éruption qui peut être violente dans certains cas, du hors-champ qui entre brusquement dans le champ.
Donc là, effectivement, il arrive par surprise, là où on s'y attend, au moment où on s'y attend pas. ¿Qué va, tío? Como siempre. Es que ayer te estuve llamando todo el día al móvil y no me contestabas. Sin más, yo te dije que tenía que ayudar a mi madre y así. Bon, je vais vous la passer maintenant. Donc, ce qui me semble intéressant dans cette séquence, c'est les types de discours qui se rencontrent. Celui de Guillet, qui joue un petit peu le grand garçon qui peut faire des reproches, qui dit « je t'ai appelé toute la journée sur ton portable, tu ne répondais pas, etc. » Et le discours de Rafa qui n'arrive pas à s'élaborer. Rafa, il bafouille pendant toute cette séquence et il le fait, moi je trouve que c'est une performance d'acteur extraordinaire, je trouve que c'est très très difficile et c'est d'une justesse absolue pour un ado de 15 ans qui doit expliquer pourquoi il ne se sent pas bien avec une fille, pourquoi il n'a pas envie de répondre au téléphone, pourquoi il n'a plus envie de faire las cosas de siempre, faire des choses de toujours, du quotidien, expliquer son malaise. Quand on a 15 ans, arriver à verbaliser ça face à quelqu'un d'autre, effectivement, c'est tout ce qu'on voit dans cette séquence. Donc là, on peut la regarder comme avec une sorte d'observation empathique, vous voyez, en se disant, voilà, c'est magnifique d'assister à ça. Donc je m'arrête là pour l'intervention et je vous passe la suite de la séquence. Oye, ¿te pasa algo conmigo? Contigo no. ¿Por qué? No sé, es que últimamente estás muy raro. Es que, sin más, estoy cansado de hacerlo de siempre y así. Ya. Oye, el otro día me preguntó Marta, a ver si querías volver a quedar. A ver, Guille. A mí... ¿Qué paso de Marta, tío? ¿Por qué? Que es que a mí no... Déjalo, tío. Bueno, tranquilo. A mí no tienes que darme explicaciones, ¿eh? Gracias. Esto... Tu tía trabajaba en la bolera, ¿no? Tout à fait la fin, mais on peut arrêter là. Donc si vous voulez, vous, en cours d'espagnol, par exemple, faire décrypter ce morceau de dialogue, c'est de la langue, tout ce qu'il y a de plus courante de jeunes, hein, avec des phrases à peine commencées, hein, toute cette difficulté d'expression. Enfin, là, je plaisante un petit peu sur l'application dans l'enseignement, mais voilà, ce que je vous disais tout à l'heure sur ce dialogue, moi, je le trouve extrêmement frappant. Voilà, donc j'en reste là pour cette partie-ci. Merci.